On revient au direct et on va enchaîner tout de suite avec la prochaine rubrique. Il faut que je retourne mon papier parce que je n'ai rien en tête. La prochaine rubrique, eh bien, c'est celle de Galit. Galit, d'ailleurs, je propose qu'on lui souhaite un très bon anniversaire à Galit pour ceux qui n'ont pas entendu. 35 ans aujourd'hui. 32. Joyeux Anniversaire. Joyeux anniversaire, Galit. Joyeux anniversaire. Alors Galit, c'est notre fil rouge à nous. On pourrait l'attacher autour de notre poignet, qu'elle nous porterait chance, mais je vous la déconseille parce que derrière son allure de Johanna Rosenbaumas, elle n'hésite pas à mordre quand il faut, mettre les points sur les i à défaut de les mettre parfois dans la tronche. Elle a cette pointe d'acidité jalousée par les plus grands citrons du XXIe siècle, mais qu'on ne s'y trompe pas. C'est une sabra piquante à l'extérieur et douce à l'intérieur. Puisqu'on nous l'a servi sur un plateau d'argent, laissez, c'est une private joke, elle va nous présenter notre invité que je vais tendancieusement accueillir au nom de toute l'équipe. Bonsoir Galit, bonsoir monsieur Albert Lévy. Bonsoir Albert. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Merci de me donner l'occasion de m'exprimer. Mais avec plaisir. Donc déjà, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir ici ce soir. Alors, ce soir, nous avions prévu une chronique un peu particulière. Nous avions choisi de proposer une interview croisée aux deux candidats issus de la communauté francophone dans ces élections. Albert Lévy, ici présent, 8e sur la liste présentée par le parti Zéhout, dirigé par Moshe Feiglin, et Yom Tov Kalfon, 11e sur la liste présentée par le parti Hayamin Hadash de Naftali Bennett. Albert Lévy et Yom Tov Kalfon nous avaient donné leur accord et nous leur avons donc fait parvenir une série de 5 questions, les mêmes pour tous les deux. Il était convenu que nous recevrions donc leurs réponses filmées afin de pouvoir vous les diffuser ce soir. Nous avons bien reçu les réponses d'Albert Lévy. Mais hier dans la matinée, Yom Tov Kalfon nous informait par message WhatsApp que son équipe de campagne et lui-même préféraient renoncer à l'interview. D'après eux, les questions seraient tendancieuses et privilégieraient Albert Lévy et son parti Zéhout. Ceci est bien sûr le droit le plus strict de Yom Tov Kalfon et de son équipe, comme c'est le nôtre ce soir, d'avoir fait le choix de recevoir donc sur ce plateau Albert Lévy, qui répondra en direct à nos questions. Donc bonsoir Albert. Bonsoir. Alors Albert Lévy, nous on vous connaît bien par ici parce que vous avez été un grand soutien durant toute la campagne municipale d'octobre dernier du mouvement Allez-nous. Absolument. Vous avez participé à de nombreuses réunions d'information et vos conseils ont vraiment été très très précieux pour la campagne. En tout cas, Merci. Sur l'équipe d'Allez-nous à Ra'anana, c'était très important de vous avoir parmi nous. Aujourd'hui, vous êtes donc 8e sur la liste de Zéhout, qui il y a encore 2 mois ne paraissait pas avoir une grande chance d'atteindre ce fameux seuil d'éligibilité. Mais le parti, Zéhout, Moshe Feiglin, se sont révélés au fil de la campagne comme celui, en tout cas le parti, qui pourrait créer la surprise de ces élections. Alors, Moshe Feiglin et son équipe, dont vous êtes, ont en effet fait une très très bonne campagne, peut-être même la plus structurée et la plus sérieuse de toute cette période. Vous avez eu l'intelligence d'intégrer à votre programme 2-3 idées fortes que vous êtes les seuls à défendre. Et même si sur certains points, personnellement, je vous trouve un petit peu démagogique, il faut reconnaître que vous êtes peut-être les seuls à avoir défendu un programme digne de ce nom dans cette campagne et à avoir été audible. Donc, je vais passer la parole à notre ami Michael, qui a quelques questions pour vous, et puis après, on en débattra si vous le souhaitez. Avec plaisir. Je voudrais avoir justement ton avis, Albert, on va se tutoyer puisqu'on se connaît bien, sur cette campagne justement. De l'intérieur, comment toi tu as vécu cette campagne? Je vais rappeler un petit peu à nos auditeurs, au niveau des sondages, parce qu'on parle autant des sondages, que peut-être même plus des sondages que des programmes en eux-mêmes, Zéhout n'apparaissait pas pendant les premières semaines dans les sondages. Il était à 0, il ne passait pas le seuil d'éligibilité. Puis tout d'un coup, on a vu 4, 5, 6 mandats, peut-être même 7 dans un des sondages. Dans plusieurs. Dans plusieurs sondages ces derniers jours. Est-ce que tu penses que c'est dû à la campagne? Est-ce que c'est dû au programme? Est-ce que c'est dû à la personnalité de Moshe Feiglin? Comment expliquer cette fulgurante ascension? Je pense que c'est dû à tous les critères que tu viens de lister, qui ont tous leur part, mais je crois que le principal, si je dois en donner un, c'est la croyance, la foi des militants, dont je suis, mais il n'y a pas comment, on est tous animés de la croyance dans la justesse de nos idées. Je me souviens, j'ai rejoint Moshe Feiglin en 2015, tout de suite après la création du parti Zéhout,
Et quand je l'ai fait, mes amis, ma famille, mes proches m'ont dit « tu perds ton temps, tu perds ton énergie, il n'a aucune chance, il est fini politiquement, etc. etc. » Et puis de toute façon, il ne passera jamais le seuil d'éligibilité. Et j'ai entendu cette chanson pendant pratiquement 3 ans, de 2015 jusqu'à il y a quelques mois. Et ma réponse a été toujours de dire « je préfère perdre les élections en défendant des idées auxquelles je crois, plutôt que de gagner des élections en défendant des idées auxquelles je ne crois pas vraiment. » Et en fait, ce sentiment, il est partagé par la plupart des militants de Zehut. Ce sont pour la plupart des gens jeunes qui y croient, qui en veulent et qui sont vraiment imprégnés de leur idéal. C'est un plaisir de travailler avec eux. Et quand on y croit, on travaille bien. Donc ils ont fait une super campagne. Moi, j'ai fait ma partie, bien sûr, mais le mérite leur revient à eux, beaucoup plus qu'à moi personnellement. Évidemment, j'ai fait ma campagne dans les primaires pour avoir un bon rang dans les primaires. Donc là, c'était ma campagne à moi, exclusivement. Et après, quand je suis... Tu es arrivé 8e, parce que je ne sais pas si on l'a précisé. Non, je suis arrivé 5e. 5e dans les primaires. Sur 15. 5e dans les primaires et 8e 5e sur 15 dans les primaires. C'est la première fois dans l'histoire d'Israël qu'un francophone arrive en 5e position dans les primaires. Bravo. Et merci. Et après, on est passé à la campagne du parti. Donc là, j'en fais partie. On a une réunion stratégique tous les dimanches à laquelle je vais. Et je sens des vibrations dans cette réunion, une croyance, une foi dans la réussite. Et voilà. Et le miracle s'est produit, c'est une histoire de Cendrillon. Et nous sommes en train de réussir, on le sent. On ne va pas évidemment vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Non, mais vous avez raison qu'il y a quelque chose, et on sent quelque chose dans ce mouvement qui est en train de bouger. Voilà, exactement. Mais quelle est l'idée phare? Qu'est-ce qui a été pour vous le déclencheur? Qu'est-ce qui vous a décidé en 2015 de rejoindre précisément Moshe Feiglin? Quel est dans son programme? À quoi est-ce que vous identifiez le plus? Alors, il y a 2 choses. Mais avant, quand on rejoint un leader, on rejoint aussi un homme. Donc, avant de parler des idées, je voudrais dire 2-3 choses sur lui très, très brièvement. La première chose, c'est que c'est quelqu'un qui est très droit. Il est absolument droit. S'il y a une personne qui est incorruptible dans le paysage politique israélien, c'est Moshe Feiglin. Et ça, c'est formidable. Prenez des risques en disant ça, parce que je prends aucun risque. C'est quoi son parcours, pour ceux qui ne le connaissent pas, Feiglin? Je prends aucun risque. Eh bien, lui, c'est un entrepreneur. Il avait créé une entreprise de nettoyage d'immeubles de grande hauteur. Enfin, il avait le service militaire, etc., le parcours habituel des Israéliens. Une entreprise de nettoyage d'immeubles de grande hauteur, de Snapping. Donc, c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que l'entreprise. Il a senti très clairement que l'accord d'Oslo était une énorme erreur. Donc il s'est rendu célèbre sur la scène politique en s'opposant fortement à l'accord d'Oslo. Ça lui a d'ailleurs valu quelques mois de travaux d'utilité publique. Ah, il n'avait pas été emprisonné? Non, ça a été converti en travaux d'utilité publique. Et ensuite, il a créé un mouvement. Son mouvement s'appelait Zohar Tzenu quand il avait commencé en 93, qu'il a transformé ensuite dans une association qui s'appelait Manhigut Yehudit, qui est rentrée au Likoud. Au Likoud, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas changer les choses comme il le souhaitait, donc il a quitté. Il a été élu en tant que membre du Likoud à la Knesset aux élections de 2015. C'est là que je l'avais connu pour la première fois. Aux élections de 2012, pardon. C'est là qu'on s'est connus. Parce que moi, j'étais rentré au Likoud, pas pour l'aider à lui au départ, pour aider un ami francophone qui s'appelle Emmanuel Navon, un très bon ami à moi, qui est connu aussi sur la scène médiatique francophone. Et j'ai découvert que je pouvais soutenir 2 autres candidats. Donc j'ai soutenu Tzipi Hotobelli et Moshe Feiglin, parce qu'ils étaient les plus proches de mon idéologie. Et après, quand il a quitté le parti Likoud en 2015, moi-même, j'avais découvert, d'ailleurs, comme Emmanuel Navon, que le parti était antidémocratique et vraiment très mal géré de l'intérieur, et qu'il n'appliquait pas son idéologie, qui est une idéologie nationale sur le plan politique, et libéral sur le plan économique. En fait, il s'avère qu'il n'applique ni l'un ni l'autre. Et donc, Moshe Feiglin a quitté le Likoud en 2015, a créé Zehut. Je l'ai immédiatement rejoint. Et puis, quelques autres comme moi. Et puis, ça fait 4 ans qu'on travaille d'arrache-pied. On a écrit collectivement un programme que voici. C'est la première fois dans l'histoire politique, pas seulement d'Israël, mais du monde entier, qu'un parti politique fait de son programme un livre, le vend en librairie, et c'est un best-seller. Voilà. Oui. J'ai failli faire du mot en disant il y a même qu'un avant, mais on te parle en Israël, oh là là. Ah, il a dit dans le monde entier. J'ai une question qui me turlupine, Albert. Tu as dit de Moshe Feiglin, c'était quelqu'un de très droit, qui ne transigeait pas sur son idéologie. Bon, on sait que c'est un ancien du Likoud. Zehut est un parti de droite, parti d'extrême droite, libéral. Ok, est-ce qu'il est possible, c'est une question que beaucoup de gens se posent, avec ces 4, 5, 6, 7, 8 mandats qu'il aura peut-être à la Knesset, est-ce qu'il pourrait ne pas rejoindre un gouvernement
formé éventuellement par Benjamin Netanyahou. Notre position là-dessus, la question nous a été fréquemment posée et dans ce domaine comme dans d'autres, nous répondons franchement. Notre réponse est la suivante. Nous avons au pouvoir un gouvernement depuis près de 10 ans, le gouvernement actuel, qui en fait est supposément de droite, mais qui n'applique pas une politique de droite. On a vu ce gouvernement libérer des terroristes avec du sang sur les mains, et de très grosses quantités, des centaines de terroristes, et on sait qu'une partie d'entre eux sont revenus et ont déjà commencé à tuer des juifs. On a vu ce gouvernement présenter des excuses à Erdogan après l'affaire du Marmara, alors que le minimum c'eût été de voir le contraire, qu'on a payé même des indemnités aux terroristes du Marmara. On a vu tout récemment des millions de dollars, des valises de millions de dollars versées en espèces au Hamas, qui est une organisation terroriste épouvantable, qui ne souhaite que la destruction d'Israël et qui bombarde nos civils à dessein. Très très souvent, il y a eu quelque chose comme 1250 roquettes, missiles et autres qui sont tombés dans les 12 derniers mois seulement sur les villages du Sud et même sur Tel Aviv et puis Zora Sharon, la région du Sharon. Et on a vu toutes sortes de choses qui sont vraiment pas ce qu'on est en droit d'attendre d'un gouvernement qui a une politique supposément nationale. Donc, sur le plan économique, c'est pareil. La cherté de la vie est absolument délirante en Israël. Les logements ne sont pas atteignables. Il n'y a pas un jeune couple avec 2 salaires normaux qui peut s'acheter un appartement normal s'ils n'ont pas une aide massive des parents. Et il y a même quelques jeunes, on en connaît tous autour de nous, qui quittent le pays à cause de ça et parce que c'est très très difficile de monter une affaire en Israël et de percer. Mais comment le gouvernement enfin, je vous entends dire que c'est très difficile d'acheter, je le pense aussi, mais comment le gouvernement lui va pouvoir faire baisser les prix? Alors notre politique, et c'est une politique sur le plan de la politique économique, nous avons une politique très très libérale parce qu'on pense qu'en fait ce qui fait baisser les prix, et je peux en parler en connaissance de cause. D'ailleurs, on dit de vous que vous êtes trop libéraux. Super, extra libéraux. Alors justement, je voudrais aussi rectifier ce point-là. Nous avons une politique très libérale, j'en parle en connaissance de cause puisque j'ai une formation d'économiste et puis j'ai fait des affaires essentiellement dans ma vie. Je peux vous dire qu'en fait, un chef d'entreprise sensé ne baissera pas les prix s'il n'est pas confronté à la concurrence. Il va chercher à maximiser son profit. S'il est censé, c'est ça qu'il va faire. Donc en fait, si on veut voir les prix baisser, il faut faire deux choses, et ce qui peut avoir un effet dont certaines peuvent avoir un effet très rapide. La première, c'est la suppression immédiate de tous les droits de douane, et ensuite l'encouragement de la concurrence par tous les moyens, la suppression des monopoles, des ententes, des cartels. C'est seulement dans ce cas-là que nous pourrons voir les prix baisser. Donc il y a des choses qui auront un effet... Non, moi je vous parle d'immobilier. J'y viens. En ce qui concerne l'immobilier, nous souhaitons faire 3 choses. La première, c'est privatiser les terrains et fermer le Reshut Mekarkei Israël qui contrôle 93% des terres et qui alimente au compte-gouttes le marché des terrains à construire et qui crée donc une pénurie artificielle. En plus, c'est une organisation qui est bureaucratique, corrompue. Il y a eu toutes sortes de dossiers de corruption dans le passé du Reshut Mekarkei Israël et je vous signe que si on ne ferme pas le Reshut Mekarkei Israël, la Reshut Mekarkei Israël, il y aura à nouveau des affaires de corruption dans le futur. Donc, une fois qu'on aura privatisé les terrains et qu'il y aura un marché des terrains comme il y a dans tous les pays du monde, après c'est assuré bien sûr qu'aucune entité hostile à Israël n'essaye de prendre les contrôles des terres d'Israël évidemment. Il y a des moyens de le faire sur le plan législatif. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est qu'il y a la bureaucratie est étouffante en Israël, mais s'il y a un domaine dans lequel elle l'est plus que dans d'autres, c'est la construction. J'ai construit des immeubles à l'étranger, d'environ quelques-uns, de 4000 mètres carrés en moyenne. Ça m'a pris 2 ans, tout compris. Obtention du permis, construction proprement dite et obtention du certificat de conformité, ce qu'on appelle ici le TOFES Arba. Ici, la plupart des gens que je connais qui sont dans ce secteur, ça leur a pris entre 5 et 15 ans. Et si ça prend beaucoup plus de temps, ça veut dire que l'entrepreneur va payer des intérêts beaucoup plus élevés à la banque et donc ça va se retrouver dans le prix des appartements. C'est la mentalité qui veut ça aussi, que ça prenne du temps ici. Là, vous êtes en train de me parler de projets que vous avez fait à l'extérieur du pays, où c'est vrai qu'il y a des règles, il y a des normes, quand vous les avez, vous rentrez dedans. Ici, moi je le vois, parce que je l'ai moi-même vécu, des fois vous n'avez pas de réponse. En France, on dit qui ne dit mot consent. Ici, ça n'existe pas. Voilà, mais ça se change aussi en changeant la réglementation. C'est pas seulement une question de mentalité, c'est aussi une question de réglementation. Il y a beaucoup de réglementations. Il y a 160 professions réglementées. Je voudrais revenir sur 2 points qui sont... J'ai un petit peu vraiment, en préparant cette interview, essayé de voir quels étaient les points sur lesquels les gens réagissaient concernant Zehut. Il y en a 2. C'est le positionnement de Zehut par rapport à la religion. Et ensuite, ce qu'ils allaient faire avec leur proposition de financer le départ des Palestiniens des territoires.
Alors, sur la première question, je suis ravi que tu la poses parce que nous sommes l'objet. Plus nous montons dans les sondages et par d'autres indicateurs, et nous sommes attaqués. En fait, on est attaqué de plus en plus violemment, ce qui montre qu'en fait, nous sommes en train de réussir. Pour nous, c'est un bon signe. Mais alors, précisément, sur l'histoire des relations entre l'État et la religion, c'est une excellente question parce que nous sommes attaqués par des gens qui viennent de la gauche et qui nous disent vous voulez faire une Medinat al-Akha, donc un pays dont la loi est exclusivement religieuse, et puis de l'autre côté de la carte politique, on est accusé de vouloir faire un État laïque. C'est amusant. En réalité, ce que l'on veut faire, c'est renforcer le caractère juif de l'État en parallèlement veillant à ce qu'il n'y ait aucune coercition d'aucune sorte et d'aucun côté. Je vais vous donner 2 exemples. En ce qui concerne le transport des passagers, que ce soit des transports en autobus ou en avion ou autre, si une entreprise de transport de passagers appartient à l'État, elle ne doit pas fonctionner le Shabbat parce que l'État est un État juif. Si par contre, elle appartient à un entrepreneur privé, et nous souhaitons privatiser toutes les entreprises dont ce n'est pas la vocation de l'État de les gérer, eh bien le propriétaire, les dirigeants de cette entreprise feront absolument ce qu'ils voudront. Deuxième exemple, on ne pense pas que ce soit une bonne décision que ce soit le ministre de l'Intérieur au fin fond de son bureau à Jérusalem qui décide si tel ou tel magasin à Tel Aviv ou à Jérusalem ou ailleurs soit ouvert ou fermé le Shabbat. On pense que c'est une décision qui doit être prise localement par la majorité des gens qui habitent dans le quartier, si c'est une grande ville, ou du village, ou de la petite ville, le cas échéant. Ce n'est pas une décision qui doit être prise par quelqu'un très haut dans son bureau à Jérusalem. Ça ne fait qu'alimenter la guerre entre les laïcs. Et pour les transports, c'est la concurrence déloyale, je trouve, votre idée de dire tu es juif, tu n'as pas le droit d'ouvrir Shabbat pour les transports. Non, on dit pour les transports. Mais il n'a pas dit t'es juif, tu n'as pas le droit d'ouvrir Shabbat. Si ça appartient à l'État, j'ai dit. Voilà, ça appartient. Donc du coup, c'est pas possible, mais si c'est privé et que ça appartient à un non-juif, oui. Oui, absolument. Il faut qu'il soit non-juif. Ah non, j'ai pas dit ça. Non-juif. D'accord, j'ai peur. C'est privé, c'est pas non-juif. Non. D'accord. Ça peut appartenir à. Donc si c'est étatique, fermé. Et si ça c'est privé à n'importe qui. La religion du propriétaire ne nous intéresse pas. C'est absolument pas un critère. Il peut être bouddhiste ou. Voilà, je commence à faire des gens. Qu'est-ce qu'il dit? D'accord, j'ai mal compris. J'espère que j'ai pas dit ça. Non, c'est ce que j'ai compris. Non. Moi j'avais bien compris aussi. C'était bien de le confirmer. Merci de m'avoir fait confirmer ça parce que sinon là. Voilà. Et pour le déplacement de population arabe, où on vous traite aussi d'être anti-droits de l'homme, qu'est-ce qu'il en est exactement? Quelle est votre position? Alors oui, là aussi c'est une bonne question parce que certains partis nous accusent d'être des transféristes. Alors nous ne sommes pas du tout des transféristes, nous voulons absolument respecter les droits de l'homme et des populations qui habitent en Judée-Samarie dans le cadre de l'application de notre politique. Ce que nous proposerons après avoir décidé d'exercer la souveraineté pleine et entière de l'État d'Israël sur l'ensemble de la Judée-Samarie, on va proposer 3 choses aux populations qui habitent. La première, pour ceux qui le souhaitent, c'est de partir moyennant un encouragement financier. Il y a une grande partie d'entre eux partent déjà. Aujourd'hui, vous avez un déficit migratoire des territoires de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie de l'ordre de 20 000. Bien qu'on leur mette tous les bâtons dans les roues. On sait vers où ils vont? Oui, ils vont en Amérique latine. Il y a 500 000 Arabes, en majorité palestiniens, qui habitent juste au Chili. Il y en a beaucoup en Europe, il y en a beaucoup dans les pays du Golfe. Ils ont vraiment, au Canada, énormément, de plus en plus, ils en prévoient 500 000 l'année prochaine. Donc la destination n'est pas un problème. Ce qui est la seule question, c'est leur volonté qu'on ne forcera pas. C'est une proposition. D'accord ? La deuxième solution, c'est qu'ils soient résidents permanents. C'est un statut qui existe dans beaucoup de pays. Ça veut dire vivre absolument comme nous, mais n'ayant pas de droit de vote à la Knesset parce qu'ils ne sont pas citoyens. C'est un statut qui existe dans beaucoup d'endroits. À Porto Rico, par exemple, il y a 3,5 millions d'habitants qui sont américains, mais qui ne votent pas. Il y a beaucoup d'autres exemples dans le monde. Ça s'appelle le statut de résident permanent. Et au demeurant, on ne leur enlève rien, puisqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de droit de vote. Il n'y a pas d'élection en Judée-Samarie organisée par l'autorité palestinienne et pas d'avantage non plus à Gaza. Donc on ne leur enlève rien par rapport à leur statut actuel. Et la troisième solution, pour ceux qui le souhaitent, c'est de demander la nationalité israélienne et leur dossier sera examiné d'une manière approfondie, comme c'est le cas dans tous les pays modernes. Essayez d'avoir la nationalité américaine, ça prend beaucoup de temps, ou japonaise. Ou française. Ou saoudienne. Ah, japonaise, ils n'en donnent pas du tout. Ou suisse, voilà, exactement. Ils ont naturalisé un gars l'an dernier. Voilà. Un
Ce qui est clair, c'est Mais il était bridé. Non, il était noir en plus. C'est le seul. C'est le seul. Sérieux. Un gars, Voilà. ils ont naturalisé. Voilà. Donc, si vous voulez, on ne va pas distribuer des passeports et des cartes d'identité comme des tracts, mais j'ajoute que c'est aussi, du respect envers eux, parce que asséner de force ou sans leur demander leur avis à une population un passeport et une carte d'identité d'un pays dont le drapeau est un talit avec une Magen David au milieu, dont le symbole est une menorah et dont l'hymne national c'est la Tikva, sans leur demander leur avis, je pense que c'est un manque de respect élémentaire. On le voit Voilà. à la Knesset. Et Malheureusement- dernière chose sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui me tient à Alors c'est cœur. la dernière chose parce que malheureusement on n'a plus le temps, Alors, je t'écoute. Non, je On va, voudrais on va conclure par ce que tu vas dire. non, alors vas-y. Alors continue. je vais juste te laisser. Je voulais parler d'intégration, on n'a malheureusement plus le temps, on pourrait parler encore longtemps. D'ailleurs, on a eu une présente émission il y a quelques mois, si tu te rappelles, avec Israël Tavor. On a parlé 2 heures, C'est du vrai. programme de Zéhout. Juste un mot pour convaincre les électeurs. Tu as 45 secondes. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons des solutions qui sortent de la boîte, Chutz mea kufsa, comme on dit en hébreu, très créatives dans de très nombreux domaines. Nous sommes le parti qui a le programme le plus détaillé, 344 pages, dans tous les domaines. Et enfin, j'ajoute un petit clin d'œil. Notre symbole pour voter, c'est la lettre Zayin, que je présente ici. Voilà notre bulletin de vote. Mon Zéhout. OK, comme Zéhout. Et qu'est-ce que ça veut dire, et Zéhout? et C'est important que les Identité. gens Zéhout, sachent. Zéhout, ça veut dire identité. Voilà. Et là où ce sur quoi je voudrais dire 2 mots, c'est que la lettre Zayin, c'est le chiffre 7 en Gematria, qui est un chiffre extrêmement important dans le judaïsme. Comme vous le savez, le Shabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Comme vous le savez, la Shnat Smita, c'est-à-dire l'année de Jacher, c'est tous les 7 ans. Et le Yovel, ce qu'on appelle le Yovel, qui est tous les 49 ans où on redistribue les terres, eh bien c'est 7 x 7, 49. Voilà. Et je suis Donc- née en 77, donc je vous confirme. donc suivez ce Galit aussi. Donc, ce que je vous demande à tous ceux qui écoutent cette émission, c'est de suivre ce clin d'œil divin. Votez Zayin, votez Zéhout. Merci, Merci, beaucoup, merci Albert, t'allais merci vite. Albert Peut-être cette Lévy. place, c'est ça aussi Je au termine, début je prends une. Vous Un avez petit fait mot cette- de ouais, Galit. ouais, ouais. On va accueillir. Alors, Vous merci restez à Albert. Zayn alors du coup, mais c'est Moi, pas je bon, vous voudrais êtes juste- 8e vous, alors c'est pas bon. Il y a ce qu'on appelle la loi norvégienne. Je voudrais qui juste administre- terminer, parce que c'est notre dernière émission avant les élections de mardi prochain. Donc je voulais conclure moi par quelques paroles bienveillantes, parce que j'ai pu effectivement ces dernières Parce que semaines tu n'as pas eu beaucoup de paroles bienveillantes. être un petit peu acerbe envers les uns et les autres. Je voudrais instiller un peu d'amour et d'arva, de fraternité, et dire que quel que soit leur bord politique, leurs convictions, leur programme ou leur absence de programme, tous ceux qui se présentent à ces élections, tous les candidats, quels qu'ils soient, n'ont en tête qu'une chose, que 2 ou 3 choses. C'est 1, la sécurité, la pérennité et la prospérité d'Israël, et accessoirement un petit peu la leur, mais bon, chut, j'ai dit bienveillant. Et nous savons, pour l'avoir déjà ressenti dans notre chair, nous qui vivons aujourd'hui, qui avons fait le choix de vivre dans ce pays, que dès que le pays est en danger, dès qu'une attaque terroriste de grande ampleur a lieu, ou même qu'elle soit plus petite, dès qu'une guerre est enclenchée, les rangs se resserrent, il n'existe plus ni droite, ni gauche, ni séfarade, ni ashkénaze, ni riche, ni pauvre. Juste un peuple qui se bat pour une terre, la sienne, la seule. Alors mardi prochain, quel que soit le bulletin que chacun choisira de glisser dans l'urne, il ne faudra retenir qu'une chose. Am Echad, un peuple, Medina Achat, une terre, et c'est Eretz Israël. Bon Amen. vote les amis. Bravo, Galit.